INA Podcast. C'était il y a 10 ans. Le soir du 13 novembre 2015, la France était frappée en plein cœur par une terrible vague d'attentats menés par 3 commandos islamistes. Une nuit d'horreur qui allait causer la mort de 131 victimes et faire plusieurs centaines de blessés. Une nuit d'horreur qu'aucun Français n'a oublié. Le Bataclan, le Carillon, le Petit Cambodge, ces noms désormais tristement célèbres, théâtre ce soir-là, comme d'autres lieux à Paris et en Île-de-France de la barbarie, hantent encore notre mémoire collective. À l'occasion des 10 ans, Le Temps de l'Actu vous propose un épisode exceptionnel cette semaine et en public. Merci à l'université Panthéon-Assas de nous accueillir en son sein. Et qui dit épisode exceptionnel dit invité exceptionnel. Bonsoir François Molins. Bonsoir. Ancien procureur de la République, vous avez été procureur général près la Cour de cassation. Avant ça, procureur de Paris de 2012 à 2018. Vous aviez la responsabilité de la lutte antiterroriste sur l'ensemble du territoire français. Ainsi, vous étiez au plus près du drame le soir du 13, dans les rues du 11e arrondissement, à Paris, au Bataclan, aux côtés des forces de police. Vous avez été le visage et la voix qui a informé les Français tout au long de l'enquête que vous avez participé à coordonner. François Molins, 10 ans après, est-ce qu'on se remet d'un tel épisode qui, on l'imagine, au-delà de votre statut professionnel, a eu forcément un impact sur vous en tant qu'humain ? Bien sûr, vous n'avez pas été directement victime, mais tout de même, est-ce que 10 ans après, cette nuit-là, vous hante encore ? Oui, c'est des souvenirs qui s'estomperont jamais. Je pense que le temps ne peut pas les apaiser. Et bon, ce que j'ai vécu n'a rien à voir avec ce qu'ont enduré les victimes, c'est évident, mais j'ai été confronté à des images ultra violentes et à des horreurs extrêmement dramatiques que j'oublierai jamais. Et encore une fois, que les 10 ans passés n'ont pas contribué à émousser. Je vis toujours un peu là-dedans, quoi. Oui, 10 ans après, vous vous souvenez de chaque minute, de chaque heure, de cette soirée-là, de ces souvenir jours ? extrêmement précis de la soirée, très très précis. Et on va revenir bien sûr avec vous, François Molins, en longueur et en archive sur cette nuit et ces jours noirs qui ont suivi, sans oublier de se demander, 10 ans après, qu'est-ce qui a changé ? Je m'appelle Théophile Cossa et vous écoutez Le Temps de l'Actu, un podcast de l'INA et de l'université Panthéon-Assas. C'est parti. Qu'est-ce que c'est que ce problème ? Il y a un sujet un petit peu complexe pour le débattre en 2 minutes. Enfin, pardon, on n'est pas à l'université. Enfin, je veux dire, excusez-moi. Et le monsieur, qu'est-ce qu'il en pense ? The yes needs a no to win. Then the no. Réfléchissez bien. Et surtout, faites réfléchir autour de vous. Et j'attendais, je ne vous le cache pas, ce moment avec un peu d'impatience. Le Temps de l'Actu. Nous sommes le vendredi 13 novembre 2015. Il fait doux ce soir-là sur la capitale. Les terrasses des cafés du 10e et 11e arrondissement sont remplies. Le Stade de France, à Saint-Denis aussi, il accueille un match de foot. Les Bleus affrontent l'Allemagne. Un début de week-end normal en Île-de-France, mais pas pour longtemps. Il est 22h30, France 3 ouvre son journal. Édition spéciale après les 3 attaques simultanées qui ont eu lieu ce soir à Paris. 18 morts selon le tout dernier bilan. Les 3 attaques ont eu lieu à 3 endroits différents. Rue Alibert, dans le 10e arrondissement, dans une brasserie. Puis quelques kilomètres plus loin, devant la salle de spectacle du Bataclan, où on compterait 15 victimes. Il y aurait encore des tirs à l'heure qu'il est. Une prise d'otage est même en cours. Et enfin au Stade de France, où plusieurs explosions ont été entendues. À Paris, une nuit d'horreur a commencé. D'abord aux abords du Stade de France. Vers 21h20, 2 détonations retentissent. Le public ne le sait pas encore, mais 2 kamikazes viennent de se faire exploser. Un autre active sa ceinture une demi-heure plus tard. Bilan, 1 mort et une dizaine de blessés graves. Mais ce n'est pas tout. Au même moment, dans le 10e arrondissement, une fusillade éclate. C'est un autre commando de 3 terroristes qui tirent sur les terrasses de restaurants. Les premiers journalistes qui arrivent sur place glanent les infos au compte-gouttes. Il y a une très forte tension actuellement dans les rues de Paris et je viens d'assister à une scène assez incroyable où un simple automobiliste parisien s'était perdu dans le quartier. Il s'est retrouvé avec 3 armes à feu de policiers braquées sur lui. La situation est extrêmement confuse, on sent beaucoup de tension. On sait concernant cet attentat, parce que je crois qu'on peut appeler ça un attentat vraisemblablement ce soir, qu'il y a eu donc une première fusillade aux alentours de 22h30 en direction d'un restaurant, d'une brasserie assez célèbre dans le quartier. On évoque 5-6 morts, mais évidemment aucune confirmation pour le moment. En réalité, le bilan est bien plus lourd. Aux terrasses du Carillon et du Petit Cambodge, et dans les rues des 10e et 11e, le bilan
sera de 39 morts. Et puis il y a le Bataclan. 3 terroristes armés de Kalachnikov et de ceintures d'explosifs se sont introduits dans la salle pendant le concert des Eagles of Death Metal. Un massacre est en cours. Il y a 1500 personnes à l'intérieur. Les premiers témoignages des rescapés captés le soir même sont froids, glaçants. Les ambulances arrivent par dizaines. Les premiers blessés sont pris en charge. De partout, surgissent des silhouettes de rescapés, hagards, avec leur couverture jaune de survie. Certains ont les vêtements en sang. Certains sont blessés par balle. Nous, on était pris en otage par deux personnes. Vous étiez où, madame, vous, au Bataclan ? Au Bataclan. Il y a eu 2-3 tireurs peut-être, donc, qui ont mitraillé tout le monde. Sans aucune vergogne, ça a duré près d'1 heure. Des coups de mitraillette pendant très longtemps. Ils ont tué. Tous les gens ont commencé à paniquer, à se mettre par terre. Donc je me suis allongée, on était tous allongés et là j'ai vu qu'en fait ils tiraient de partout et donc là c'est l'instinct de survie où on est tous au sol, on bouge pas, on voudrait rentrer dans le sol pour pas qu'on nous voie. À l'intérieur, l'horreur. Un des 3 terroristes a par chance été neutralisé par 2 policiers de la BAC extrêmement courageux qui sont entrés dans la salle, mais les 2 autres assaillants sont toujours là, réfugiés à l'étage avec des otages. Le président François Hollande, qui assistait au match des Bleus au Stade de France, est exfiltré en hélicoptère. Arrivé à l'Élysée, il prend la parole. Mes chers compatriotes, au moment où je m'exprime, des attaques terroristes d'une ampleur sans précédent sont en cours dans l'agglomération parisienne. Il y a plusieurs dizaines de tués. Il y a beaucoup de blessés. C'est une horreur. Le président annonce dans la foulée l'état d'urgence sur tout le territoire et la fermeture des frontières. Il est 23h53. François Molins, comment est-ce que vous l'apprenez, vous ? Qui vous prévient et à quelle heure ? Moi, je suis chez moi et comme j'ai eu une semaine assez compliquée, j'étais au Maroc à un sommet antiterroriste. Je ne vais pas regarder le match, je vais aller me coucher. Lorsque, vers 21h25, j'ai eu un appel du chef de la police parisienne, Jacques Méric, qui m'appelle pour m'aviser de l'explosion du Stade de France porte D. Donc la première qui a eu lieu à 21h16 précisément. Donc j'appelle tout de suite mon adjointe chef de la section terroriste pour vérifier avec elle n'en sait pas davantage. J'appelle le chef des services de renseignement, le directeur de la DGSI qui en sait pas beaucoup plus. On convient de rester en lien et quelques minutes après, ça devait être 9h30, 9h35, j'ai ouvert mon téléviseur et je me suis mis sur une chaîne d'information continue et j'ai vu apparaître des bandeaux sur le bas de l'écran expliquant qu'il y avait des scènes de fusillade dans plusieurs cafés parisiens et qu'il y avait de très nombreux morts. J'ai compris tout de suite, en fait, je me suis dit, ça y est, on y est. Paris est en train d'être le théâtre de multi-attentats terroristes, parce qu'on nous disait depuis des mois et des mois qu'il y avait une menace très lourde qui pesait sur nous. Donc j'ai compris ça tout de suite et je me suis dit, je vais pas rester chez moi parce que je vais attendre l'information. Donc j'ai rappelé ma protection policière et on est parti en voiture, donc très vite. À ce moment-là, je sais pas ce qui se passe au Bataclan. Je sais qu'il y a une prise d'otage en cours, mais j'en sais pas davantage. Et donc je suis allé sur les terrasses, où j'ai dû arriver vers 22h30 à peu près. J'ai commencé par la Bonne Bière, puis le Carillon, dans lequel je suis rentré, et je me souviendrai toujours, j'ai vu une serveuse qui était là, derrière le comptoir, complètement affolée, et je lui ai demandé ce qui s'était passé. Elle m'a dit, il y a une voiture noire qui s'est arrêtée devant le Carillon, 3 individus vêtus de sombre, tout ensemble, qui sont descendus, et qui ont mitraillé, effectivement, avec des fusils d'assaut. Voilà. Donc j'ai vu comme ça 3 terrasses de café, à un moment qui est très précoce, parce que c'est pas encore des scènes de crime, il n'y a pas d'enquêteurs, la police scientifique est pas là. Moi j'arrive, il y a encore les gens du SAMU et les pompiers qui sont en train de s'occuper des blessés. Et ensuite j'ai rejoint mes collègues au Bataclan. Donc dans ce qui nous servait de PC à l'angle de la rue Oberkampf et du boulevard Voltaire. Je crois que dans l'intervalle, vous décidez de saisir la section antiterroriste du parquet de Paris et d'activer la cellule de crise. Qu'est-ce que ça veut dire, qu'on comprenne bien ? Alors, le parquet de Paris, qui a la compétence terroriste, à l'époque, a effectivement une compétence dans ce domaine-là, et son premier devoir, c'est de déterminer s'il faut qualifier les faits de terroristes ou pas. Il n'y avait pas véritablement de difficulté à ça, donc on a très vite décidé de se saisir, et dans la demi-heure qui a suivi, parce que j'étais sans arrêt au téléphone, on peut l'imaginer, on a décidé de se saisir aux terroristes et de saisir 3 services de police,
SDAT, donc sous direction de l'antiterrorisme, brigade criminelle de Paris, avec la PJ Paris et la DGSI. Et en nommant la SDAT coordinatrice, et on a décidé d'activer tout de suite la cellule de crise. Alors la cellule de crise, qu'est-ce que c'est ? C'est un dispositif qui permet, à l'aide d'une liste de magistrats qui figurent, il y en avait une quarantaine, qui va permettre de renforcer la section antiterroriste pour lui permettre d'armer une cellule de crise qui va travailler un peu comme un état-major militaire, dans une salle, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, tant que le besoin se présentera. Donc on l'a activé et on a rappelé donc immédiatement en renfort une dizaine de magistrats qui sont venus rejoindre la section antiterroriste pour commencer à faire fonctionner la cellule. Et cette cellule, elle présente un avantage, c'est qu'on ouvre une ligne téléphonique dédiée. Donc tous les partenaires et tous les policiers, les gendarmes qui travaillent avec le parquet de Paris, la RATP, la SNCF, les pompiers, le SAMU, tous ont un numéro de téléphone unique dédié à leur disposition qui va leur permettre de rentrer en contact avec nous. Vous l'avez dit, vous vous rendez sur place, effectivement dans des bars du 11e arrondissement, puis ensuite aux abords du Bataclan. Vous allez croiser des victimes qui sortent du Bataclan. Je rappelle qu'il y a encore des terroristes dans la salle. En me replongeant dans les archives, ce qui m'a frappé, c'est que beaucoup de victimes interrogées sur le moment témoignent assez froidement de la situation. Il y a peu de larmes, je m'attendais à voir des gens en larmes, pas du tout. Les yeux assez vides, le ton neutre. Oui, moi j'ai pas vu effectivement de gens sortir en pleurant, j'ai vu des grappes humaines, j'ai vu des centaines et des centaines de gens sortir, souvent à moitié déshabillés d'ailleurs, torse nu souvent, ce qu'on peut comprendre, hein, parce que je pense qu'en fait la police a peur que les terroristes profitent des mouvements de foule pour s'échapper. Puis ce qui m'a frappé, effectivement, et donc vérifier qu'il n'y ait pas de ceinture d'explosifs. Ce qui m'a frappé, c'était le regard de ces gens-là, totalement hagards. Alors certains dévastés, ou alors le regard totalement vide. Je pense qu'il y avait certainement beaucoup de soulagement d'arriver à sortir de ça. Et ça a duré longtemps, hein, effectivement. Pendant ce temps, la France retient son souffle, car de nombreux otages sont encore au Bataclan. Sur Twitter, certains appellent au secours. Celui-ci écrit qu'ils donnent au plus vite l'assaut. Il y a des survivants, ils abattent tout le monde, un par un. Vite. À minuit 20, l'assaut est donné. Plusieurs détonations. 30 minutes d'intervention. 2 kamikazes se font exploser. Un autre est abattu. C'est vous qui donnez le feu vert de l'assaut, François Molins ? Non. Dans ces cas-là, il y a une circulaire du ministère de l'Intérieur qui a plusieurs dizaines d'années. On considère qu'il y a 2 dimensions. L'ordre public est troublé, il faut le restaurer. Ça, c'est la compétence de l'autorité administrative. En l'occurrence, c'est le préfet de police qui est là. Mais il y a aussi un crime qui est en train d'être commis. Et ça, c'est l'autorité judiciaire, c'est le procureur. Donc, la pratique suivie, en l'occurrence, c'est de considérer que c'est l'autorité administrative qui doit valider le plan d'assaut présenté par les unités d'assaut spécialisées, mais il doit toujours le faire en concertation étroite avec le procureur. Moi, dans ma carrière, j'ai connu un certain nombre de situations comme ça. On valide en fait le plan d'assaut à 2, on se concerte, et en l'occurrence, là, on l'a validé tout de suite avec le Michel Cadot, le préfet de police, parce que le chef de la BRI, Christophe Molmy, nous avait dit qu'il n'y avait pas de négociation possible et que les 2 terroristes qui restaient étaient extrêmement énervés, qu'il fallait aller vite, sinon ça se terminerait mal. Une demi-heure plus tard, François Hollande se rend sur place et prend une nouvelle fois la parole. On l'écoute. Ils doivent être certains qu'il y aura en face d'eux une France déterminée, une France unie, une France rassemblée et une France qui ne se laissera pas impressionner, même si aujourd'hui elle exprime une émotion infinie à l'égard de ce drame et de cette tragédie qui est une abomination parce que c'est une barbarie. Une barbarie que vous allez voir de vos yeux, François Molins, puisque vous allez rentrer à l'intérieur du Bataclan ce soir-là. Oui, je suis rentré pas tout de suite parce que après l'assaut qui a duré finalement assez peu de temps, il a fallu déminer. Hein, donc on a dû rentrer dans le Bataclan, je pense, vers 2h30. Et effectivement, je suis rentré à 3 reprises. Qu'est-ce que vous ressentez ? Qu'est-ce que vous voyez ? J'imagine que cette question, elle est difficile. Moi, je suis dans un état de sidération absolue parce que jamais, je dis bien jamais, je n'aurais imaginé qu'il y ait un tel bilan victimaire et jamais j'aurais imaginé qu'il y aurait 90 morts dans le Bataclan. On sait qu'il y a eu des morts, on sait qu'il y a eu des otages, mais on n'imaginait pas du tout un bilan comme ça. Donc effectivement, de voir tous ces corps amassés dans la fosse et dans les petits salons tout autour... Qu'on comprenne bien pourquoi 3 fois de suite. C'est quoi votre rôle à ce moment-là ? Je me suis souvent posé la question parce que
je me suis dit pourquoi je suis rentré 3 fois, j'avais pas besoin d'y aller 3 fois, et donc je me suis livré à un petit exercice d'introspection. Je pense que dans mon fort intérieur, j'arrive pas à y croire, et je peux pas le croire. Et bon, comme je vis quand même dans le réel, je pense que c'est la seule explication. Et puis vous rentrez au palais de justice ce soir-là, rejoindre la cellule de crise. J'ai dû y aller vers 4h du matin, je pense. L'enquête commence ce soir-là. Et la cellule de crise, c'est une vraie ruche, tout est en place. Ça fait partie des satisfactions professionnelles ce soir-là, qu'on a été très réactifs en fait, au niveau du parquet. Tout est en place, la cellule fonctionne, et on commence déjà à avoir dans la nuit déjà des premiers éléments, puisque à 4h15, on apprend que la voiture a été louée en Belgique. Voilà. Le lendemain matin, Paris se réveille dans une ambiance de mort. Depuis ce matin, la capitale est en état de choc. Dans ce kiosque à journaux, à 2 pas du Bataclan, carnage, massacre. Les gros titres de la presse semblent presque irréels. J'aimerais dire que c'est impensable, incroyable, mais c'est la réalité. Cauchemar absolu, juste envie de pleurer. Paris est méconnaissable. Certaines stations de métro sont restées fermées toute la journée. Tout comme les écoles, les universités, les gymnases ou la plupart des musées. À l'école militaire, dans le 7e arrondissement, est mis en place un dispositif pour accueillir les familles de victimes. Un triste cortège s'installe. Les familles viennent pour tenter de retrouver leurs proches. François Molins, là aussi, vous vous rendez sur place et vous vous retrouvez à devoir annoncer en personne des décès à des familles, à des parents. Comment on fait? Comment on tient? On l'a pas fait très longtemps, mais effectivement, le Premier ministre a pris la décision d'ouvrir l'école militaire en fin de matinée. Donc on y est allé. La tâche de l'annonce des décès, c'est la police qui fait ça. Mais la police, elle était débordée, elle avait énormément de choses à faire. Donc en fait, on a paré au plus pressé, et avec 2 ou 3 collègues qui étaient là, effectivement, on a commencé à annoncer des décès aux premières familles qui affluaient. On fait comme on peut, on essaie de faire le mieux possible, parce qu'on n'est pas formé à ça. Vous aviez jamais fait ça? Non, j'avais jamais fait ça. Donc on essaie de le faire avec le plus d'humanité dont on est capable et de compassion. Et voilà, de toute façon, vous savez, la douleur, elle est là, Je me souviens que parmi les premiers décès qui ont été annoncés, il y avait un couple, je suis pas sûr que ce soit moi qui les avais annoncés, mais on finit par un peu tout mélanger. Il y avait un couple qui était là, ils avaient perdu leurs 2 enfants, 2 sœurs jumelles. C'est épouvantable d'annoncer des choses comme ça. Et puis vous allez donner une conférence de presse. À l'heure où je vous parle, nous déplorons sur les différents sites des attentats la mort de 129 personnes. Bilan malheureusement provisoire et évolutif, donc, compte tenu du nombre de blessés qui se trouvent toujours dans des états d'urgence absolue. Outre ces décès, le bilan des personnes blessées s'établit à l'instant comme suit. 352 personnes blessées, dont au moins 99 en état d'urgence absolue. Comment est-ce que vous choisissez vos mots, François Molins? Parce qu'à ce moment-là, vous êtes regardé grosso modo par la France entière, une France émue, une France qui a peur aussi, et qui n'a pas encore beaucoup de réponses. Alors d'abord, dans quel état d'esprit on est? On est dans la sidération de l'attentat. J'ai eu l'occasion d'écouter ma conférence de presse. Je me connais, je m'écoute pas souvent, mais je vois bien que j'ai la gorge nouée. De toute façon, je le sentais au début. Les mots qu'on prononce, en fait, c'est le résultat d'un travail collectif. C'est-à-dire que près de moi, j'ai un chargé de communication. Et ce genre d'exercice, il est rentré dans l'ordre des choses. Il est toujours anticipé. Quand on a un événement pareil, on sait très bien qu'on va communiquer. Donc on commence à préparer la communication quasiment dans les heures suivant l'attentat. Et cette préparation, c'est le fait d'une équipe. Il y a le chargé de com, il y a moi qui participe aussi à l'écriture. Et puis après, on soumet ça au regard, en deuxième rideau, d'une équipe de 5 ou 6 personnes pour se trouver avec un produit fini 5 minutes avant la conférence de presse. Donc c'est vraiment un travail collectif, mais c'est un travail dans lequel il y a aucune improvisation. C'est beaucoup trop dangereux, la communication. Donc tout est écrit à la virgule près. L'objectif, c'est de construire un récit qui soit clair, qui soit objectif, qui soit cohérent, qui soit précis, qui soit rigoureux, et que vont pouvoir s'approprier les politiques, bien sûr, les médias et la totalité des citoyens. Et vous annoncez également le lancement des investigations. Ouais. 7 terroristes sont morts, mais d'autres courent toujours, notamment 2 membres du commando des Terrasses. Leur voiture a été retrouvée à Montreuil, à bord les Kalachnikov et de nombreux chargeurs. Mais les terroristes se sont volatilisés. Oui, sauf qu'un coup de fil passé au
policier, le témoignage d'une dénommée Sonia va, contre toute attente, faire avancer l'enquête. Sonia sait où se cachent les deux hommes, dont Abdelhamid Abaoud, considéré comme le cerveau des attentats. François Molins, quand vous êtes informé de ce témoignage clé, au début je crois que les enquêteurs ne le prennent pas forcément au sérieux. Il faut dire que les témoignages affluent, je crois, par centaines et ils sont souvent erronés ou faux, c'est ça ? Si on le prend au sérieux, le problème c'est que c'est trop beau pour être vrai et que les enquêteurs le pensent et nous aussi un peu, on a peur d'être face à une manipulation. C'est-à-dire qu'on a peur que le témoin ait été manipulé et que ses déclarations aient pour but d'attirer les policiers dans un guet-apens. On est face à des gens qui ont fait des dégâts incommensurables, qui ont tué 130 personnes, qui en ont blessé 600. Donc on a peur de ça. Et en réalité, les investigations qu'on va lancer, puisque on va mettre ces numéros sous écoute, on va lancer des surveillances sur le fameux buisson rue des Bergeries à Aubervilliers, vont montrer qu'en réalité, le témoignage, il est tout à fait crédible. Et on va se rendre compte qu'il y a effectivement les deux terroristes dans le bosquet. Les terroristes sont finalement localisés en planque à Saint-Denis. Le mercredi 18 novembre, à 4h30 du matin, l'assaut est donné. Bonjour à tous. On commence en effet avec cette intervention des forces de l'ordre qui a lieu en ce moment même à Saint-Denis, en région parisienne. Plusieurs hommes seraient retranchés dans un appartement et des policiers auraient été blessés. 4h30, des tirs en rafale et des explosions sont entendus dans le centre de Saint-Denis. Plusieurs suspects sont retranchés dans un appartement, entourés par les hommes du raid. La police a donné l'assaut et plusieurs échanges de coups de feu ont été entendus par les riverains. Cette nuit-là, 1500 cartouches seront tirées par les policiers. Le bilan est de 3 morts, les 2 terroristes et une complice, la cousine d'Abdelhamid Abaoud, tous les 3 tués à la suite de l'explosion d'une ceinture d'explosifs. François Molins, vous êtes là au moment de l'assaut de la planque de Saint-Denis également, et puis vous donnez à l'issue une nouvelle conférence de presse. C'est un premier soulagement, cette neutralisation ? Alors d'abord, ça par contre, contrairement à l'opération du Bataclan, c'est une opération totalement et strictement judiciaire. Donc le raid intervient à notre demande, c'est une opération judiciaire parce qu'elle a pour but de récupérer, de neutraliser des criminels. Opération dont vous avez la responsabilité. Donc elle est sous le contrôle du parquet. Là, l'autorité administrative n'intervient pas sinon pour donner le concours du raid. On est totalement soulagé parce que il n'y a pas eu de blessés graves côté policier à travers les éléments du raid. Et bon, alors bien sûr, on aurait bien aimé récupérer Abdelhamid Abaoud et Chakib Akrou, mais ils n'ont pas voulu que ce soit comme ça. Le raid, en réalité, a essayé de les interpeller, a voulu faire sauter la porte, mais bon, la porte n'a pas explosé. On ne saura jamais pourquoi, parce qu'elle n'était pas blindée. Et comme on est en face de gens très dangereux, le raid a choisi une stratégie de saturation. Donc ils ont tiré. C'est ce qui explique les 1500 munitions tirées contre des terroristes qui étaient armés, mais moins effectivement qu'on aurait pu le penser, puisque il y en a un qui a un gilet explosif, qui se fera exploser, et il y a aussi un pistolet automatique Herstal. Et en réalité, la scène va se terminer parce que le terroriste qui accompagne Abaoud, Chakib Akrou, va déclencher le gilet explosif, ce qui va couper son corps en deux, quasiment. On me souvient encore, j'ai vu la vision d'une moitié du corps passer par la fenêtre. Abaoud va être tué en réalité par l'effet blast, et il va être polycriblé par les éclats du gilet. Et la cousine qui était avec eux, effectivement, elle va mourir différemment. Le plancher va s'effondrer, donc elle va tomber à l'étage inférieur et elle va mourir asphyxiée sous les gravats et sous les décombres. À ce moment, la France, elle respire, mais l'enquête n'est pas finie. Non. Car ce qui est certain, c'est qu'un terroriste considéré comme l'un des logisticiens des attentats du 13 novembre court toujours. Il reste introuvable. Salah Abdeslam, l'homme le plus recherché de France et d'Europe. Où se cache-t-il ? Quel est l'itinéraire de sa fuite ? La dernière fois qu'il a été vu, c'est samedi matin à Cambrai, à ce poste frontière avec la Belgique. Il n'est alors pas encore recherché. Il se trouve dans le véhicule de 2 de ses amis belges. Abdeslam les a appelés vendredi soir à la rescousse. Ils sont allés le chercher à Paris. Les 2 complices présumés ont été inculpés pour terrorisme. Où ont-ils déposé Abdeslam ? À Bruxelles, disent-ils, mais leurs versions sont divergentes sur le lieu exact. La traque va durer 4 mois, mais le 18 mars 2016, à Molenbeek, en Belgique. Dénoncé par l'un de ses complices, à 16h40, les policiers donnent l'assaut. Salah Abdeslam est arrêté, vivant. Interrogé par les policiers, il commence dès le lendemain à donner des informations sur son rôle macabre durant le 13 novembre.
Information que vous communiquez le jour même, François Molins. On écoute. Salah Abdeslam a aujourd'hui, au cours de ses auditions devant les enquêteurs belges, affirmé qu'il, je cite, voulait se faire exploser au Stade de France et qu'il avait fait, je cite encore, machine arrière. C'est à nouveau un grand soulagement, François Molins, cette arrestation. Est-ce que c'est un moment qui acte, non pas la fin de l'enquête, parce qu'on imagine que d'autres informations doivent à ce moment-là encore être éclaircies, mais disons la fin de la menace, du danger? Non, le danger, il n'est pas terminé, clairement. Il y a encore beaucoup de travail à faire, mais c'est effectivement une figure emblématique des commandos, compte tenu du rôle qu'il a eu. C'était le dernier survivant, et effectivement... c'était vraiment important de l'arrêter. Donc les Belges y parviennent effectivement après presque 3 mois. Pour le grand public, cette arrestation, elle coïncide en quelque sorte avec la fin de l'enquête, comme l'épilogue de cet épisode noir. Il y aura bien sûr le procès entre 2021 et 2022. Mais est-ce que vous diriez, vous aussi, que cette arrestation, elle résonne un peu comme un épilogue, ou l'épilogue, il va intervenir beaucoup plus tard pour vous? Non, c'est pas un épilogue, parce que côté français, c'est même le début de quelque chose de nouveau, parce que Abdeslam va être mis en examen, on va le récupérer dans le cadre du mandat d'arrêt européen, on va essayer de le faire parler, d'obtenir des explications, parce qu'il y a un tas de questions qui se posent sur le rôle qu'il a eu. On comprend toujours pas d'ailleurs qu'est-ce qu'il est allé faire dans le 18e. On peut pas s'empêcher de se poser des questions quand on voit que le communiqué qui revendique l'attentat dans la nuit du vendredi au samedi à 5h du matin évoque le Stade de France, les terrasses de café, le Bataclan, mais évoque aussi le 18e arrondissement. Donc on peut légitimement penser qu'il devait faire quelque chose dans le 18e. Quoi et pourquoi il l'a pas fait? Donc c'est pas un épilogue. Et puis en Belgique, c'est d'autant moins un épilogue que l'arrestation d'Abdeslam, elle précipite la suite avec les attentats. C'est parce qu'Abdeslam est arrêté et les autres membres du commando identifiés que les Belges sont victimes des attentats du 22 mars. Voilà, c'est un peu le champ du cygne. Comme ils sont arrêtés et que leur vocation était d'aller taper et commettre des attentats en France, ils sont grillés, comme on dit dans le jargon, et donc ils décident de tirer les dernières cartouches et ils commettent les attentats à Bruxelles le 22 mars. Donc non, c'est pas un épilogue. Oui, et vous êtes bien passé pour le savoir. La menace va rester longtemps encore et on va connaître d'autres épisodes terroristes. Le procès lui s'ouvre le 8 septembre 2021 devant la Cour d'assises spéciale de Paris. À la suite de 148 jours d'audience, le verdict est rendu le 29 juin 2022. Les 20 accusés sont condamnés à des peines allant de 2 ans jusqu'à la prison à perpétuité incompressible pour Salah Abdeslam. Aucun d'entre eux ne fera appel de sa condamnation. Le point final, du moins d'un point de vue judiciaire, de ces terribles attentats du 13 novembre 2015. François Molins, elle réveille quoi en vous, toutes ces archives qu'on vient d'entendre? L'horreur est là, c'est sûr. Il y a des choses que j'avais jamais entendues. Donc ça réveille des souvenirs qui sont très forts, qui sont particulièrement dramatiques, dont des choses qu'on aurait rêvé de jamais connaître. Ça, c'est évident. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai eu peut-être tant de mal à me persuader de la réalité des choses ce soir-là. Donc effectivement, ça réveille une ultra-violence. Ça réveille une prise de conscience sur le jusqu'au-boutisme de cette forme de terrorisme, avec le terrorisme djihadiste, dans lequel la religion est totalement instrumentalisée. Et puis, ça suscite aussi effectivement des réflexions sur qu'est-ce qu'on aurait pu faire de mieux, comment on aurait pu éviter ces attentats, qu'est-ce qu'on aurait pu faire de mieux dans le traitement des victimes, parce que l'enquête, je pense, a très très bien fonctionné. Et puis sur la presse, effectivement, je me faisais la réflexion en écoutant tout à l'heure, finalement, une réflexion qui me conforte dans la politique de communication qu'on a choisie. Il faut pas parler trop vite, parce que quand on parle trop vite et trop tôt, on dit des bêtises et des chiffres qui sont totalement erronés. Regardez le compte-rendu, là, tout à l'heure, première édition de France 3, 18 morts. Bon, on est très loin. Il faut toujours avoir un petit temps de recul en matière de communication pour être en mesure de donner une information qui ne sera pas démentie immédiatement par le cours des événements. Après toutes ces horreurs, comment on fait pour rester à flot, pour pas sombrer, pour pas ramener toute cette noirceur à la maison? Je sais pas quoi vous répondre, c'est des questions de personnalité, de philosophie personnelle. De toute façon, ces choses, après, on les a en soi. Moi, à la maison, j'en parlais pas. Ça fait pas partie des choses que j'ai partagées avec mon épouse. J'ai pas eu besoin de lui raconter, d'ailleurs. Je pense que on se connaît suffisamment. Elle a parfaitement compris ce qui se passait. Mais c'est pas des choses que j'évoquais à la maison. Je pouvais en parler ailleurs, mais à la maison, j'ai pas voulu en rajouter. Voilà. Mais
Mon épouse a compris. Puis après, écoutez, on le porte, en fonction de sa personnalité, de sa résistance, de sa résilience. Moi, je pense que ce qui m'a certainement aidé à porter tout ça, c'est la foi que j'avais dans tout ce que je faisais, ma foi aussi tout court. Et puis surtout, je dis souvent ça, une forme de... on a été à cette époque au niveau du parquet de Paris qui fonctionnait vraiment en équipe. Bon, on travaillait en grande proximité. Pourtant, on n'était pas des mêmes générations. Moi, j'étais avec des jeunes qui avaient 30-35 ans pour les plus jeunes. Il y a eu une forme de courage collectif dans ce fonctionnement. Le courage collectif, c'est vraiment quelque chose d'important parce que ça vous transcende en réalité, et ça a été aussi accompagné dans ces circonstances, je pense, par une sorte de prise de conscience de la mission qu'on avait. On s'est rendu compte qu'on était dépositaire à travers cette casquette antiterroriste d'une mission qui était pas tout à fait habituelle, elle était même assez extraordinaire, qu'on avait des enjeux très élevés à porter et qu'il fallait absolument qu'on remplisse notre mission. Et ça, je pense que quelque part, ça a transcendé le fonctionnement de l'équipe. En parlant de votre mission, et avant d'évoquer ce qui reste du 13 novembre et ce qui a changé depuis 2015, j'aimerais que vous nous éclairiez un peu, c'est pas toujours limpide pour nous, les néophytes, le rôle et les responsabilités du procureur de la République, du procureur de Paris. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous détailler, qu'on comprenne bien? C'est facile à comprendre. Un procureur, en droit commun, il est là pour diriger la police judiciaire, et son travail, c'est de faire constater les infractions, de faire rechercher les auteurs, et puis après, il exerce ce qu'on appelle l'action publique, c'est-à-dire c'est l'action qu'on va porter, qui va viser au prononcé à l'application d'une peine contre la personne qui va être condamnée. Donc ça, c'est le rôle d'un procureur lambda. Le procureur antiterroriste, c'est un peu plus compliqué. Alors à l'époque, il n'y a pas de parquet spécialisé, puisqu'il arrivera qu'avec la loi de mars 2019. Donc c'est le parquet de Paris qui est compétent dans cette matière-là, à travers une section spécialisée qui s'appelle la section C1, et qui est composée à l'époque de 11 magistrats. Alors, quelles sont les compétences du parquet de Paris? Et ça, c'est sur l'ensemble du territoire, compétences sur l'ensemble du territoire. En France et aussi à l'international, à l'étranger. Moi, j'étais aussi compétent pour tous les attentats commis contre des victimes françaises au Sahel, ou en Libye, tout ce que vous pouvez imaginer. Donc, quelles sont les compétences? La première, c'est de qualifier les faits. Ils sont terroristes ou pas? S'ils sont terroristes, je vais me saisir. La seconde compétence, c'est de saisir les services d'enquête à qui on va confier la tâche de réaliser des investigations. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y en a 3 en général: SDAT, DGSI et service local de police judiciaire. Après ça, il faut organiser les scènes de crime et envoyer des magistrats sur toutes les scènes. Là, il y en a 10, donc c'est un petit peu compliqué. Il faut ensuite, c'est le travail du procureur, sécuriser juridiquement l'enquête, donc s'assurer qu'il n'y ait pas d'irrégularité de procédure commise par les enquêteurs. Et on est aussi chargé d'aller voir les juges pour obtenir l'autorisation d'avoir recours à ce qu'on appelle des techniques spéciales d'enquête. Donc ça va de l'écoute téléphonique jusqu'à la sonorisation, les perquisitions de nuit, les captations informatiques, les IMSI catchers, tout ce que vous pouvez imaginer. Les compétences ne s'arrêtent pas là. On a ensuite des compétences en matière de médecine légale. C'est nous qui allons décider le traitement qu'on va réserver aux victimes, autopsie, pas autopsie, examen de corps, scanner. Donc ça va être très compliqué d'ailleurs à mettre en place. C'est là où on a décidé de discriminer et de ne pas autopsier les corps des 130 victimes, ce qui nous a permis de les rendre plus rapidement aux familles. Sinon, il nous aurait fallu au moins 15 jours. On a autopsié 68 corps, je crois, et débris de corps, parce qu'il y avait aussi des débris. Médecine légale, donc, et puis on intervient dans les dispositifs de prise en charge des victimes. Donc c'est pour ça qu'on était à l'école militaire. On a aussi une tâche qui est très lourde, c'est qu'à l'époque on doit établir ce qu'on appelle la liste unique des victimes, sur laquelle on va inscrire les noms des victimes tuées, blessées et impliquées. Donc vous imaginez la tâche sur un attentat comme ça, c'est des centaines et des centaines de gens, voire plus. Et il faut en plus qu'on donne les identités de toutes les victimes au fonds de garantie des victimes du terrorisme pour qu'ils leur fassent assez vite des offres d'indemnisation. Et enfin, on a 2 autres compétences. La coopération internationale, cette dimension, elle existe aujourd'hui dans tous les attentats. Et enfin, la communication. Donc ça fait beaucoup de choses. Énormément de choses, et justement par rapport à cette mission de communication, particulièrement sous la forme de conférences de presse, vous avez dû en faire beaucoup entre 2012 et 2018, vous en avez donné 55, car des affaires terroristes, il y en a eu beaucoup ces années-là, l'affaire Mera, Charlie Hebdo, Nice, Saint-Étienne-du-Rouvray, le Super U de Trèbes, j'en passe. Et avec cet exercice, vous êtes devenu pour les Français un visage rassurant. Vous avez réussi à transmettre, c'est ce que disent beaucoup d'observateurs, votre humanité, malgré le fait que cet exercice soit à la fois
très lourd et puis très codifié, encadré. Comment est-ce que vous avez fait? C'est naturel, ça se travaille? Vous avez appris ça au cours de votre carrière? Alors, normalement, ça devrait se travailler. Aujourd'hui, ça se travaille. Moi, j'ai quasiment pas eu de formation, puisque ma formation se résumait à 2 ou 3 heures de média training. Donc, en fait, je me suis formé sur le tas. De façon, l'exercice, par définition, il est jamais parfait. La perfection n'est pas de ce monde. Hein. Et quand on communique, d'ailleurs, ça se voit pas forcément de l'extérieur, mais on voit bien les petits défauts, les petites imperfections qu'il y a. Moi, je suis toujours parti du principe que ça serait jamais parfait et que je communiquerais tel que j'étais avec mes qualités et mes défauts. Donc, j'ai jamais cherché à travestir mon accent, d'ailleurs. Je communiquais comme j'étais, avec ma personnalité. Et j'ai appris finalement sur le tas et c'est comme ça que je pense que j'ai progressé. On vous dit pudique. Est-ce que c'est une qualité pour exercer votre métier, notamment dans toutes ces formes de communication que vous devez avoir? Oui, parce que quand on est pudique, on est peut-être plus sensible à la dignité des autres et effectivement, je pense qu'on comprend peut-être mieux l'intérêt de pas dire certaines choses qui pourraient venir attenter à la dignité ou à la vie privée des gens. On commémore les 10 ans de ces terribles attentats, on l'a dit. François Molins, qu'est-ce qui a changé en 10 ans? Déjà peut-être dans la lutte contre le terrorisme? Il y a beaucoup de choses qui ont changé, bien sûr. Alors, il y a des choses qui ont changé, d'autres pas. Hein. Ce qui n'a pas changé, c'est qu'on s'est jamais vraiment libéré de la menace terroriste, qui est toujours là, elle est toujours vive, hein, même si sa forme a changé. Qu'est-ce qui a changé? La vie quotidienne des gens a quand même été changée pendant 2 ans, hein, puisqu'on a vécu 2 ans en état d'urgence, avec quand même un certain nombre de restrictions, dont je pense que tout le monde se souvient. Et puis, qu'est-ce qui a changé encore? Les façons de travailler. D'abord, l'arsenal législatif a été renforcé. Les lois sont beaucoup plus sévères aujourd'hui pour réprimer ces menées terroristes qu'elles ne l'étaient il y a 10 ans. On a voulu donner plus de moyens à la justice et à la police. Je pense qu'on a malgré tout su préserver l'équilibre en termes d'état de droit. Ça, on pourra y revenir si vous voulez. Et puis, je pense surtout que on a revu profondément 2 choses. D'abord, la façon de travailler entre les services de renseignement, la police judiciaire et le parquet. Je pense qu'on travaille beaucoup mieux qu'avant et qu'il y a beaucoup plus aujourd'hui de garanties que les informations, effectivement, soient beaucoup mieux traitées et soient traitées de façon exhaustive et très rapide qu'elles ne pouvaient l'être il y a 10 ou 15 ans. Et dernière chose qui a changé, le parquet à l'époque avait revu totalement sa réponse judiciaire dans sa globalité. Moi, à la suite des attentats du 13 novembre, avec ma section antiterroriste, on a revu de fond en comble la politique pénale qu'on menait. Et notamment, on avait pris à l'époque une décision d'initiative, hein, c'est pas du tout le garde des Sceaux qui nous l'a imposé, c'est plutôt nous qui lui avons dit on va faire comme ça désormais. On a décidé après les attentats de criminaliser, donc de requalifier aux criminels toutes les associations de malfaiteurs terroristes qui étaient reprochées aux Français qui étaient partis en Syrie depuis janvier 2015 et dont on pouvait démontrer qu'elles avaient participé aux activités militaires aux combattantes de Daesh. On a fait ça en avril 2016 et du jour au lendemain, vous avez eu quasiment 80 ou 100 personnes qui se sont retrouvées en situation d'être accusées devant la cour d'assises spéciale. Donc ça c'était... On a judiciarisé les femmes beaucoup plus souvent, hein. On a modifié beaucoup de choses. On s'est intéressé au financement du terrorisme de façon beaucoup plus exhaustive et précise. Donc beaucoup de choses ont changé. La France a su rester digne, a su rester fidèle à ses principes, à sa justice, à son état de droit dans la réponse qu'elle a apportée les années suivant ces attentats du 13 novembre. Moi, je pense que oui. Pourtant, c'est un dilemme qui peut se produire dans toutes les démocraties. Je rappelle toujours que, à la suite des attentats du 11 septembre aux États-Unis, il y a eu un choix qui a été tout à fait différent. Le président des États-Unis de l'époque a pris un décret présidentiel qui excluait des droits élémentaires, et notamment de l'habeas corpus, tous les terroristes, en faisant en sorte donc qu'ils relèvent d'une justice spéciale et qui ne bénéficient pas des garanties de droit commun. Mais en France, on n'a pas fait ce choix-là. On a fait en 1986 un choix tout à fait différent, qui était de confier la réponse au terrorisme à la justice, et donc en l'inscrivant dans l'état de droit, parce que justement, on confiait cette réponse judiciaire à la justice. Et on a construit un système, effectivement, qui n'est pas une justice spéciale, parce qu'une justice spéciale, c'est une justice qui s'affranchit des principes conventionnels et des principes de droit commun. On a construit une justice spécialisée, ce qui est tout à fait différent. Une justice spécialisée, c'est une justice qui va appliquer les principes conventionnels et les principes du procès équitable, mais qui va être fondée sur la spécialisation des acteurs. Donc, qui va être fondée sur des magistrats qui auront acquis effectivement une véritable expertise dans le contre-terrorisme. Mais pour autant, on est toujours dans la règle du procès équitable et les procédures terroristes, même si on a
des procédures dérogatoires de droit commun sur les enquêtes. Les procès terroristes sont jugés par des juges qui répondent aux mêmes règles éthiques et déontologiques que les autres, qui sont nommés selon les mêmes formes, et les règles qui entourent le procès sont les mêmes que pour un voleur de poules ou un cambrioleur. Les terroristes bénéficient des mêmes droits. Ils ont le droit de contester leurs arguments, ils ont accès au dossier, le principe du contradictoire est respecté, et aucune donnée du dossier leur est cachée. Il n'y a pas de dossier coffre dans le terrorisme. Ça n'existe pas. On observe de plus en plus dans nos démocraties un peu partout sur la planète une montée des populismes et des tentations autoritaires, notamment parmi la jeunesse. Est-ce que ça vous inquiète, ça ? Est-ce que ça constitue une menace pour l'état de droit ? On parlait de l'état de droit et de la France qui avait su réagir mesurément, peut-être comparé aux États-Unis. Oui, ça m'inquiète et je trouve même ça parfois assez contradictoire parce que moi je crois beaucoup en la jeunesse. Je fais des petites actions de temps en temps à la Croix-Rouge. La Croix-Rouge, c'est 70 000 bénévoles et vous avez énormément de jeunes là-dedans. Les quelques sorties que j'ai fait avec eux, je me suis trouvé avec des jeunes de 19, 20, 25 ans, 30 ans quand ils commencent à être vieux. Et je pense qu'il y a une très grande capacité d'engagement et de volonté de servir le bien chez les jeunes. Et ce que vous évoquez, je trouve ça un peu contradictoire avec ça. Ça m'interroge beaucoup parce que, effectivement, j'ai lu dans un hebdomadaire il y a quelques semaines, je crois que c'était La Croix, un reportage qui était consacré effectivement au fait qu'il y a de plus en plus de gens dans la population, et notamment chez les jeunes, qui ne seraient pas gênés forcément, qu'une dictature ne gênerait pas forcément si elle incarnait de plus grandes garanties de sécurité. Effectivement, je trouve ça inquiétant. Voilà, parce que la sécurité, c'est bien, mais je pense aussi qu'il faut pas non plus que ça devienne un mythe. Il faut quand même être bien conscient que dans nos sociétés, quel que soit le régime en réalité concerné, qu'il s'agisse d'une démocratie, qu'il s'agisse d'une autocratie, qu'il s'agisse d'une dictature, en matière de sécurité, le risque zéro, il n'existe pas. Et la sécurité absolue, c'est un mythe absolu. Ça n'existe pas et ça peut pas exister. Il faut être conscient de la nécessité d'arriver à une forme d'équilibre. Il faut sortir de ce dilemme qui consiste à opposer sécurité, raison d'État, raison juridique. Je pense qu'il faut essayer de trouver un équilibre entre les deux. Assurer une sécurité, effectivement, mais tout en garantissant le respect des droits fondamentaux et des libertés. Vous qui êtes tout jeune retraité, vous avez pris votre retraite le 30 juin 2023, donc vous n'êtes plus dans le secret des dossiers, si je puis dire. Néanmoins, vous êtes quelqu'un de bien informé qui connaît parfaitement les services antiterroristes français. Qu'en est-il de la menace terroriste aujourd'hui en France ? J'ai écouté il y a quelques jours le procureur national antiterroriste en parler. Je pense que elle est toujours là. De toute façon, le terrorisme, c'est un peu la guerre des temps modernes et on ne l'éradiquera jamais. Il sera toujours là. C'est une sorte de guerre asymétrique qui permet de s'en prendre à l'État à travers des victimes innocentes qui sont là finalement parce qu'elles ont le malheur d'être là. Mais donc le terrorisme sera toujours là. Donc la menace, elle est là, elle est vive, elle n'a pas disparu, simplement elle a un peu changé. Traditionnellement, on évoque 3 formes de menaces. La menace projetée, le terrorisme projeté, mais c'est typiquement vendredi 13. C'est des commandos projetés de l'extérieur qui vont organisés. Venir. Voilà. C'est V13, clairement. La deuxième type de menace, c'est ce qu'on appelle la menace téléguidée. L'exemple, par exemple, l'attentat qu'il y a eu dans la banlieue de Moscou il y a quelques mois, téléguidé au sein de la communauté, je crois, tadjik. Au travers d'une communauté, vous allez activer les éléments de cette communauté dans un pays tiers, qui fait qu'ils vont passer à l'acte. Ça, je pense que c'est une menace qui est à prendre au sérieux partout, compte tenu de l'essor des mouvements terroristes djihadistes. Et puis la dernière menace, qui est peut-être celle qui nous concerne beaucoup aujourd'hui, c'est le terrorisme inspiré, qui consiste effectivement à ce que des gens vont passer à l'acte individuel. Mais c'est typiquement l'affaire Samuel Paty ou l'affaire Dominique Bernard. La menace, elle est là. Et puis, quand on voit sur un plan géopolitique ce qui se passe ailleurs, il faut un peu lever les yeux. En Afrique, le terrorisme, il est quand même en train de métastaser. Il s'étend de plus en plus vers l'ouest de l'Afrique, vers le sud. Il est en train de progresser. Dans le Sahel, j'en parle même pas. Et sur ce qu'on appelle les zones tribales, je pense que la DGSI disait que c'était vraiment une priorité de tous les jours pour leur service. Vous avez ce qu'on appelle le l'IK, l'État islamique au Khorasan. C'est quelque chose qui inspire beaucoup de nuisances. Et maintenant, si vous le voulez bien, place aux questions du public. Je pense que les étudiants ont beaucoup de questions à poser. Qui souhaite peut-être commencer ? Je précise, n'hésitez pas à lever la main. Ah, il y a une question ici.
Bonsoir Monsieur Molins. Ma question elle concerne plus la récidive des terroristes. Ouais. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup de lois qui concernent la prévention, etc. pour le premier passage à l'acte. Maintenant, il y a de nombreuses personnes qui ont été condamnées à des peines qui ne sont pas la perpétuité et donc qui vont potentiellement un jour ressortir. Est-ce que vous trouvez que le système actuel est suffisamment compétent et assez bien fait pour que ces nouveaux passages à l'acte soient potentiellement évités? Alors on a progressé là-dessus. Alors déjà, vous rappelez quelque chose qui est vrai, c'est que puis ça il faut l'accepter, hein, ça fait partie des choses. La peine, elle sert à punir, à rétribuer, à réinsérer. Et puis la peine, quand on l'a terminée, on sort de prison. Et toute peine a vocation un jour à avoir cette fin-là en dehors des peines incompressibles. Donc je pense effectivement on a quand même progressé sur ces sujets-là, sur 2 plans. D'abord sur le plan des mesures de surveillance hors peine, hein, là, avec les fameuses MICAS. Alors c'est des mesures qui relèvent du ministère de l'Intérieur de contrôle et de surveillance des gens qui sont suspectés de radicalisation. Ce qu'on appelle les fichiers S, par exemple ? Oui, par exemple, avec des mesures qui peuvent parfois être plus sévères que les mesures de contrôle judiciaire données par certains juges. On a progressé avec ça. On a progressé aussi à travers des dispositifs de réinsertion qui consistent vraiment à... vous prenez un condamné radicalisé ou un mis en examen radicalisé et vous allez lui mettre 3 éducateurs sur le dos toute la journée pour qu'il soit toujours accompagné en appartement avec des véritables suivis. Donc ça peut donner des éléments parce que il y a beaucoup, j'allais dire, parmi ces personnes condamnées pour terrorisme, d'endurcis et de gens... D'ailleurs, on parle plus de déradicalisation. On parle de désengagement maintenant, on appréciera la nuance. Vous avez des gens qui vont faire ce retour sur eux-mêmes qui va leur permettre de comprendre qu'ils ont fait des bêtises, qu'ils sont fourvoyés en réalité et qui peuvent revenir dans le droit chemin. Il y en a. Mais vous avez aussi beaucoup d'endurcis qui vont représenter un vrai danger lorsqu'ils seront sortis de prison. À l'égard de cela, ça aussi, on a un droit pénal qui a évolué. Certains dénoncent un droit pénal de la dangerosité. Vous avez aujourd'hui, notamment avec la loi de mars 2021, un certain nombre de dispositifs, un peu comme le dispositif figé ou pour les délinquants sexuels, qui vont obliger ces gens-là à respecter un certain nombre d'obligations après leur sortie de prison. En clair, c'est signaler les domiciles, signaler l'activité professionnelle. Donc on essaie d'être plus efficace. Mais là encore, je répète ce que je disais tout à l'heure, le risque zéro, il n'existe pas, hein, et il n'existera jamais. Néanmoins, vous considérez qu'on est plus en sécurité aujourd'hui en France qu'en 2015 ? Oui. Parce que je pense aussi qu'on est plus en sécurité parce que il y a un mode de travail différent de la part des services de renseignement. À la suite des attentats de 2014-2015, le ministre de l'Intérieur de l'époque, Bernard Cazeneuve, avait institué une autre façon de travailler à travers la création d'un état-major qui fonctionne H24, 7 jours sur 7 à l'intérieur, et qui fait que tous les renseignements recueillis par les différents services de renseignement du premier cercle, donc DGSI, DGSC, DGSE, DRM, DRSD, TRACFIN, et vont être échangés, analysés et échangés immédiatement entre tous ces services, avec des garanties d'être traités immédiatement. Ça renvoie, si vous voulez, à l'attentat de Saint-Étienne-du-Rouvray, le Père Hamel, où on a eu un renseignement qui est resté quelques jours sur un bureau avant d'être traité parce qu'on attendait le retour du commissaire. Ça, c'est des choses aujourd'hui qui seraient plus concevables. On a à travers ces dispositifs la garantie que le renseignement est échangé et on n'a plus normalement ces fonctionnements en silo, pour reprendre l'expression, qu'on pouvait avoir. Donc je pense qu'il y a quand même plus de garanties que le renseignement soit traité de façon efficace et qu'on puisse saisir la justice plus rapidement. Bonsoir Monsieur Molins et merci pour vos mots. Moi j'avais une question, tout à l'heure vous évoquiez les missions du procureur de la République et notamment comment on s'y prend pour qualifier une attaque de terroriste. C'est une bonne question, mais c'est une question très compliquée en fait. Sur une attaque terroriste, je vais essayer de faire de la casuistique, ça sera plus facile à comprendre. Quand vous avez des attentats comme Charlie Hebdo ou Vendredi 13, il n'y a pas vraiment de sujet. Quand vous avez des gens qui sortent de Charlie Hebdo en revendiquant avec des fusils d'assaut on a vengé le prophète, bon, clairement c'est terroriste. V13, clairement c'est terroriste. Tout simplement parce que pour qualifier, il faut manier une définition juridique parce que le terrorisme dans un pays, il est défini juridiquement. Le terrorisme, c'est l'entreprise individuelle ou collective qui a pour objet de troubler l'ordre public par l'intimidation ou la terreur. On est clairement là-dedans. Quand vous avez des scènes comme le Bataclan et les terrasses et le Stade de France, c'est fait pour semer la terreur dans un pays.
Donc on est en plein dans la définition. Surtout en plus quand vous avez un mode opératoire comme ça, avec des gens qui vont mitrailler comme ça, et qui d'ailleurs au Bataclan vont revendiquer ce qu'ils font, puisque c'est ce qu'ils ont fait avec les spectateurs, en disant vous nous avez tués en Syrie, ben aujourd'hui on se venge. Donc on est en plein dans la définition. Prendre un autre exemple, si vous êtes sur l'attentat de Nice, c'est beaucoup plus compliqué. Parce que vous n'avez pas, j'allais dire, vous vous trouvez pas forcément par rapport à des gens qu'on peut rattacher à une organisation terroriste. Et quand on ne sait pas, en réalité, qu'est-ce qu'on fait pour essayer de qualifier juridiquement les faits? J'imagine que c'est ce qu'ils sont en train de faire sur l'affaire d'Oléron. Vous allez fouiller, j'allais dire, les objets et la mémoire numérique de la personne qui a causé ce qui pourrait être un attentat pour essayer d'y trouver des éléments. Alors à l'époque, effectivement, qu'est-ce qu'on cherchait? D'abord, on cherchait les renseignements sur la radicalisation. C'est sûr que si l'auteur de l'attentat était un fichier S, ça c'était un premier élément. Mais surtout, on allait fouiller dans les déclarations qu'il avait pu faire. Bon, il aurait pu dire Allah Akbar, mais bon, à la limite, Allah Akbar, ça peut vouloir dire aussi des tas de choses. Mais on allait, par exemple, tout de suite dans son téléphone, qu'on allait essayer de casser, et on va rentrer dans son téléphone, chercher s'il y a des vidéos de djihadistes, décapitations qui ont été consultées. Est-ce que par hasard il y a laissé un testament islamique? Est-ce que dans son papier il y a la shahada, la profession de foi islamique? Et si on a tout ça, on va qualifier terroriste. Et si on ne sait pas, si on n'a pas d'éléments, ben à un moment donné, il faut se décider quand même rapidement. C'est ce qui est arrivé par exemple sur l'attentat de Nice. L'attentat de Nice, moi j'ai appris ça, c'était 11h30, minuit moins le quart, au téléphone. Je regardais le feu d'artifice à Paris, avec des gens de la mairie. Et à 1h du matin, on n'avait toujours pas d'éléments sur la personnalité de l'auteur des faits, qui est pas répertorié comme terroriste, et on ne trouve pas grand-chose au bout d'une heure dans son téléphone. Eh ben, qu'est-ce qu'on a fait? On est revenu à la définition, tout bêtement, troubler l'ordre public par intimidation ou la terreur. Et on s'est dit effectivement que prendre un camion, percer les barricades, enfin même il y a des endroits où il n'y en avait pas, et aller tuer 80 personnes en les écrasant, ben, on est effectivement dans cette dimension-là. Voilà. Monsieur Molins, j'ai souvent le sentiment, en repensant notamment aux tueries de Toulouse et de Montauban en 2012, dont je suis originaire, que on parle surtout de nom de celui qui a commis les crimes, bien plus que ceux des victimes. On parle aujourd'hui de l'affaire Mera, alors que ce sont les enfants, les soldats et les familles brisées qui devraient rester au cœur de notre mémoire collective. Comment vous expliquez que notre société, les médias et même parfois la justice accordent davantage de place à celui qui a semé la mort plutôt qu'à ceux qui l'ont subi ? Alors moi je vais vous dire à titre personnel, j'accorde aucune importance à ceux qui ont semé la mort, et je peux même vous dire que j'ai oublié le nom d'auteur de certains attentats. Pour le dernier que j'ai traité, l'attentat de Carcassonne-Trèbes, je me souviens du colonel Bertram, j'ai totalement oublié le nom du terroriste qui l'a tué, vous voyez, et puis ça m'embête pas du tout de l'avoir oublié, parce que je pense qu'il est bien où il est. Pourquoi il y a ça? Parce que c'est un phénomène, j'allais dire, qui est entretenu. C'est pas nous qui l'entretenons. Je vais vous répondre en vous racontant quelque chose. La réflexion que vous faites, on se l'est faite après les attentats. Et à un moment donné, on était tellement dans l'approche que vous décrivez que j'ai fait un certain nombre de points de presse dans lesquels je ne donnais plus les noms des terroristes. C'est-à-dire, je prononçais le premier mot de son nom. Monsieur D, Monsieur B, Monsieur Y, Monsieur Z, etc. Et je me suis rendu compte que j'étais le seul à le faire. C'est-à-dire que, alors que dans les points de presse, je prononçais plus le nom des terroristes, les médias continuaient à les donner. Donc, à un moment donné, je me suis dit que ce que je faisais servait à rien. J'ai fini par refaire comme les médias. Ce que vous dites a du sens, mais ça ne pourrait marcher que si tout le monde faisait pareil. Moi, ce que je fais, je renvoie en réalité à la responsabilité des organes d'information qui pourraient effectivement clairement réfléchir à ce que vous dites. Bonsoir. J'aurais une question concernant les mesures de justice restaurative. Est-ce qu'on a un recul aujourd'hui sur ces mesures-là, sur l'impact qu'elles ont sur les risques de récidive et notamment aussi pour les victimes et les auteurs? Alors, la justice restaurative, c'est quelque chose qui est intéressant, qui consiste à mettre en présence des auteurs et des victimes pour mieux leur faire percevoir le mal qu'elles ont pu commettre. La justice l'utilise de temps en temps. On peut pas faire ça pour tout. Je pense pas qu'on puisse imposer des choses comme ça à des victimes d'actes terroristes. Alors je vous dis pas qu'il faut pas le faire. Je pense que si ça se fait, ça ne peut se faire effectivement
que si effectivement elles le souhaitent, et que c'est quand même quelque chose c'est un effort quand même considérable à demander à une victime d'attentat. Alors il y a des exemples en matière d'ailleurs on n'est même plus dans la justice, hein. Vous avez sur certains attentats des victimes qui ont refusé de rentrer dans des logiques de haine, hein. Alors je vais vous prendre des exemples. La sœur du père Hamel, elle a noué des liens très forts avec la mère de l'un des 2 terroristes qui ont égorgé son frère. Voilà. Sur les victimes de vendredi 13, moi je connais un monsieur qui s'appelle monsieur Saline, hein, qui a été président d'une des 2 associations, qui a noué des liens avec le père d'Amy Moore, l'un des terroristes du Bataclan. Toutes les victimes sont pas prêtes à ça. Et je pense que, compte tenu de ce qu'elles ont vécu, il faut respecter le libre arbitre de chacun. Donc je vois pas, moi personnellement, je ne me serais pas vu en tant qu'acteur judiciaire aller proposer ce genre de choses à ces victimes-là. Je pense qu'il faut que ça vienne d'elles. Au fond, François Molins, et en guise de conclusion, que reste-t-il du 13 novembre et que restera-t-il dans 10, 20, 30 ans ? Beaucoup de souffrance, une immense tristesse, ça bien sûr, hein, avec des gens qui ont souffert dans leur chair, hein, et qui n'oublieront jamais. Certainement une frustration parce que ces attentats, quand ils sont commis, c'est toujours ressenti comme un constat d'échec, hein, donc quelque part on culpabilise toujours un peu du fait qu'ils aient pu se commettre, hein. Et c'est vrai que, quelque part, tous les acteurs, quels qu'on soit, on n'est pas arrivé à l'empêcher. Alors c'était d'autant plus difficile à empêcher qu'ils venaient de Belgique, hein. Ça, c'est encore un autre problème. Et qu'est-ce qui restera? Mais moi, je pense que aujourd'hui, ça fait partie de l'identité collective. Cette identité collective, ça fait partie de notre identité. Encore une fois, on a su, je pense, quand même réagir avec une certaine résilience, parce qu'on a su combattre tout ça avec les valeurs qui étaient les nôtres, dans le cadre de l'état de droit. Faire nation. Oui. Et aujourd'hui, l'enjeu, c'est effectivement d'entretenir tout ça à travers la mémoire, hein, entretenir cette mémoire. Et je pense que ça amène à tous les enjeux que va représenter la concrétisation de ce musée mémorial du terrorisme à travers ce projet mémorial qu'on est en train de construire et qui devrait normalement voir le jour dans les 3 ou 4 ans qui viennent. Et que vous suivez de près, je crois. Merci beaucoup François Molins, ancien procureur de la République, d'avoir été avec nous pour commémorer les 10 ans des attentats du 13 novembre. Et merci beaucoup au public de l'université Panthéon-Assas, des étudiants qui seront certainement très intéressés par votre dernier livre, François Molins, Pratique judiciaire du contre-terrorisme. Ça sort demain 6 novembre et c'est publié chez Dalloz. C'était Le Temps de l'Actu, un podcast de l'INA et de l'université Panthéon-Assas. Si ce podcast vous plaît, abonnez-vous, mettez des étoiles, des commentaires et parlez-en autour de vous. Et moi je vous dis salut et à la semaine prochaine.